Je m'appelle Brandon, j'ai 32 ans, et mes parents ont organisé mes funérailles il y a 12 ans alors que j'étais encore bien vivant. Avant que je ne vous raconte la nuit où je suis rentré dans leur vie avec un avis de saisie à la main, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'était un mardi après-midi, le genre de journée grise et couverte qui fait que la vitre de mon bureau d'angle ressemble à un bouclier contre le monde. Je me tenais près de la fenêtre, regardant le trafic semblable à des fourmis du centre-ville de Chicago. Mon reflet me fixait. Un homme en costume 3 pièces qui coûtait plus cher que ce que mon père gagnait en un an. Je suis le PDG de Nova, une entreprise de logistique technologique qui vient d'entrer en bourse la semaine dernière. Mon visage était en couverture de Forbes. Mon compte en banque ressemblait à un numéro de téléphone. J'avais tout. Le pouvoir, le respect, le contrôle. Mais lorsque mon téléphone a vibré sur le bureau en acajou, ce contrôle s'est brisé en un instant. Je l'ai pris, m'attendant à un message de mon avocat concernant l'acquisition d'un nouvel entrepôt. Au lieu de cela, j'ai vu un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie. Un nom qui appartenait à un fantôme. Maman. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Mon cœur martelait mes côtes. Une réaction physique que je pensais avoir maîtrisée il y a des années. Le message était court, brutal dans son audace. Rentre à la maison. Dîner d'urgence à 19h. Ne sois pas en retard. Nous devons parler de la famille. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Maison. Elle a utilisé ce mot comme s'il signifiait quelque chose, comme si ce n'était pas un endroit où il m'avait effacé. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai ouvert un signet enregistré dans mon navigateur privé. C'était une archive numérique de la Gazette d'Oakbrook d'il y a 12 ans. J'ai fait défiler jusqu'à la section nécrologique. C'était là. Flou mais lisible. Brandon Reed, 19 ans, décédé tragiquement. Fils bien-aimé de Reginald et Beatrice Reed, frère de Paxton. Un service privé a eu lieu. Ils avaient enterré un cercueil vide. Ils avaient accepté les plats des voisins. Ils avaient porté du noir et versé des larmes de crocodile. Et maintenant, 12 ans plus tard, parce qu'ils avaient vu mon visage aux informations à côté du mot « milliardaire », j'étais soudainement ressuscité. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Il était sec, froid et tranchant. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone sur mon bureau. « Sarah, mettez-moi Donovan en ligne. » Immédiatement. Donovan n'était pas seulement mon avocat d'entreprise. C'était la seule personne qui connaissait la vérité. Il est entré dans mon bureau 2 minutes plus tard, tenant une tablette, l'air aussi calme qu'un chirurgien avant une opération. Ils ont pris contact, a demandé Donovan, sans même avoir besoin de regarder mon téléphone. Elle a envoyé un texto, ai-je dit, me retournant vers la fenêtre. Un dîner d'urgence ce soir. Le timing est prévisible, a dit Donovan en tapotant sur son écran. L'entreprise de construction de Reginald vient de faire défaut sur son 3e prêt. La banque s'apprête à saisir leurs actifs. Et Paxton, eh bien, votre frère a été occupé. À quel point occupé? Dettes de jeu. De grosses dettes. Il doit de l'argent à des gens qui n'envoient pas de lettres. Ils envoient des rotules brisées. Il se noie, Brandon. Ils ne vous appellent pas parce que vous leur manquez. Ils vous appellent parce que vous êtes une bouée de sauvetage faite d'argent. J'ai serré la mâchoire si fort que mes dents m'ont fait mal. Je me suis souvenu de la dernière fois où j'avais vu Paxton. Il avait 16 ans, pleurant sur le siège passager de la berline de notre père, sentant la vodka bon marché et la peur. C'était l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais juste la pièce de rechange, le bouc émissaire. Avons-nous le dossier prêt? Ai-je demandé. Donovan a hoché la tête. Projet Phoenix. J'ai acquis l'hypothèque de leur maison ce matin auprès de la banque. J'ai aussi racheté le privilège sur l'entreprise de Reginald. Techniquement, vous possédez tout. Le toit au-dessus de leur tête, les voitures dans leur allée, et les chemises sur leur dos. Et l'avis de saisie? Rédigé, notarié, prêt à être signifié. Donovan a fait une pause, me regardant avec une rare expression d'inquiétude. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça vous-même? Je peux envoyer un huissier. Vous n'avez pas à mettre les pieds dans cette maison. Je me suis retourné. J'ai de nouveau aperçu mon reflet. Je n'étais plus le garçon effrayé de 19 ans. Je n'étais pas la victime. Non,
ai-je dit en boutonnant ma veste. Ils ont invité Brandon Reed à dîner. Ce serait impoli de ne pas se présenter. Faites amener la voiture. La fantôme. La fantôme? Donovan a haussé un sourcil. Subtil. Je ne vise pas la subtilité, Donovan. Je vise l'impact. J'ai attrapé l'épaisse enveloppe Kraft de la main de Donovan. Elle semblait lourde. À l'intérieur se trouvaient les papiers de saisie, les défauts de prêt et l'acte de décès de mon ancienne vie. En me dirigeant vers l'ascenseur, mon esprit a dérivé. Pas vers la salle de conseil, la bourse ou les négociations salariales que je menais quotidiennement, mais vers le froid mordant de cette nuit il y a 12 ans. J'avais besoin de me souvenir. J'avais besoin de la colère. C'était le carburant qui m'avait poussé à construire un empire. Et ce soir, ce serait le carburant qui brûlerait le leur jusqu'aux fondations. Sarah, ai-je dit en passant devant le bureau de mon assistante, annulez mes réunions de demain. Je pourrais être occupé à organiser des funérailles. Elle a eu l'air choquée. Des funérailles, monsieur? Qui est décédé? Personne pour l'instant, ai-je dit en entrant dans l'ascenseur. Mais un héritage est sur le point de l'être. La descente vers le garage a été silencieuse. J'étais assis à l'arrière de la Rolls-Royce, le cuir doux et sentant le succès. Pendant que le chauffeur naviguait dans les rues de la ville, se dirigeant vers la banlieue d'Oakbrook, j'ai fermé les yeux. Le message de ma mère brillait toujours sur l'écran de mon téléphone. Ne sois pas en retard. J'ai regardé ma montre. C'était une Patek Philippe qui valait plus que le fonds d'études qu'il m'avait volé. Ne t'inquiète pas, maman, ai-je chuchoté à la voiture vide. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Ce soir n'était pas juste un dîner. C'était une exécution. Et j'étais à la fois le juge et le bourreau. La Rolls-Royce glissait sur l'autoroute, la suspension absorbant chaque bosse, m'isolant de la réalité de la route, mais elle ne pouvait pas m'isoler du souvenir. Alors que la ligne d'horizon de la ville s'estompait derrière moi et que les arbres familiers et suffocants d'Oakbrook apparaissaient, le flashback m'a frappé comme un coup physique. Il y a 12 ans, la veille de Noël. Ce n'était pas une nuit silencieuse. C'étaient des cris. J'avais 19 ans. Je venais de rentrer de mon service à la station-service. J'économisais. Chaque dollar allait dans une boîte à chaussures sous mon lit parce que mes parents avaient été clairs. Le fonds d'études était pour Paxton. Paxton, qui avait 16 ans et échoué en algèbre. Paxton, qui avait le charme d'un politicien et la boussole morale d'un requin. J'étais la déception parce que je voulais coder des logiciels au lieu de jouer au football. Je suis entré dans la maison en secouant la neige de mes bottes et je me suis figé. Le salon était en plein chaos. Ma mère, Béatatrice, faisait les 100 pas, les mains dans les cheveux. Mon père, Réginald, était au téléphone, sa voix un grognement bas et terrifiant. Et il y avait Paxton, assis sur le canapé, sanglotant, le visage pâle, sentant la distillerie. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Maman m'a regardé, les yeux hagards. Il a pris la voiture, la berline. Et alors, ai-je haussé les épaules. Il a son permis. Papa va juste lui crier dessus. Il a heurté quelque chose, Brandon. Papa a raccroché le téléphone et s'est tourné vers moi. Son visage était rouge, les veines saillantes sur son cou. Il n'a pas juste heurté une boîte aux lettres. Il a heurté une vitrine de magasin. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il ne bouge pas, mon estomac s'est noué. Vous avez appelé la police, n'est-ce pas? Vous avez appelé le 911. Non, a hurlé maman. On ne peut pas. Paxton a un entretien pour une bourse la semaine prochaine. S'il est arrêté pour conduite en état d'ivresse, s'il est accusé d'un crime, sa vie est finie. Le scandale nous ruinerait. L'entreprise de ton père repose sur la réputation. J'ai regardé Paxton. Il ne voulait pas croiser mon regard. Je ne voulais pas, a-t-il balbutié. La route était verglacée. Il était ivre, ai-je dit, ma voix s'élevant. Il est ivre en ce moment. Vous devez appeler les flics. Réginald s'est approché de moi. C'était un homme grand, imposant. Il m'a attrapé par les épaules. Nous n'appelons pas la police pour ton frère. Nous allons régler ça. Comment, ai-je demandé en tremblant. C'est toi qui conduisais, a dit Réginald. Le monde s'est arrêté. Quoi? C'est toi qui conduisais,
a répété Réginald, sa prise se resserrant. Tu prends le blâme. Tu dis que tu as dérapé sur la glace. Tu as 19 ans. Tu es un adulte. Tu auras une mise à l'épreuve. Peut-être un permis suspendu. Mais Paxton est mineur. Ils le jugeront comme un adulte à cause de l'alcool. Ça le détruira. Vous êtes fou? J'ai repoussé ses mains. Je ne vais pas aller en prison pour lui. C'est lui qui l'a fait. Il doit apprendre. C'est ton frère, a crié maman en m'attrapant le bras. Tu dois le protéger. Tu es le plus âgé. C'est ton devoir. Non. J'ai reculé. Je ne le ferai pas, le visage de Réginald est devenu froid. D'un froid mortel et silencieux. Si tu ne fais pas ça, Brandon, tu n'as pas de famille. Tu sors par cette porte et tu es mort pour nous. Vous bluffez, ai-je dit, les larmes me piquant les yeux. Et c'est pour voir, a ricané Réginald. Je signalerai la voiture comme volée. Je dirai que tu l'as prise. Je leur dirai que c'est toi qui buvais. Qui vont-ils croire? L'homme d'affaires et sa femme ou le gamin qui travaille dans une station-service et refuse d'aller en école de commerce? Je les ai regardés, vraiment regardés. J'ai vu la peur dans les yeux de Paxton, mais j'ai aussi vu le droit. Il savait qu'il le sauverait. Il savait que j'étais jetable. Je pars, ai-je dit. Et je dirai la vérité si on me le demande. Alors pars, a aboyé Réginald. Mais si tu ouvres la bouche, je dépenserai chaque centime que j'ai pour t'enterrer sous les frais de justice. Je te ruinerai. Tu n'es rien sans nous. J'ai couru à l'étage, attrapant mon sac à dos. Je n'avais pas grand-chose, juste mon ordinateur portable et quelques vêtements. En descendant l'escalier de service, une main a attrapé mon poignet. C'était grand-mère Edith. Elle vivait dans l'appartement attenant, silencieuse comme une souris. Elle était la seule à m'avoir jamais écouté. Prends ça, a-t-elle chuchoté, en me glissant un billet de 50 $ froissé dans la main. Et puis elle a pressé autre chose. Un petit appareil argenté. Un dictaphone. Je les ai enregistrés, a-t-elle soufflé, les yeux écarquillés de peur. J'ai entendu des cris. Je l'ai allumé. Garde-le en sécurité, Brandon. Ne les laisse pas le trouver. Grand-mère, viens avec moi, ai-je supplié. Je ne peux pas. Je suis trop vieille. Je ne ferai que te ralentir. Va-t'en. Cours, mon enfant, et ne regarde pas en arrière jusqu'à ce que tu sois assez fort pour les combattre. Je suis sorti en courant par la porte de derrière, dans la neige. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que j'atteigne la gare routière. J'y ai grelotté pendant 6 heures jusqu'à l'arrivée du premier bus pour Chicago. 2 jours plus tard, j'ai vu la nouvelle en ligne. La police avait trouvé la voiture abandonnée dans un ravin à des kilomètres de l'endroit où l'accident s'était réellement produit. Elle avait été incendiée. L'accident au magasin a été signalé comme un délit de fuite avec un véhicule non identifié. Et puis, une semaine plus tard, la nécrologie est apparue. Brandon Reed, décédé. Il ne m'avait pas renié. Il m'avait effacé. Ils ont dit aux voisins que je m'étais enfui et que je m'étais suicidé par honte. Ils ont organisé un service commémoratif. Ils ont enterré une boîte de pierre ou rien du tout, je ne savais pas. Ils ont utilisé ma mort pour susciter la sympathie, pour détourner la communauté de toute rumeur sur le comportement sauvage de Paxton. J'étais un fantôme assis à l'arrière de la Rolls-Royce. Maintenant, 12 ans plus tard, j'ai touché la poche intérieure de ma veste de costume. Le dictaphone était là. J'avais numérisé l'audio il y a des années, l'avais sauvegardé sur une douzaine de serveurs cloud, mais j'avais gardé l'original. C'était mon arme. Grand-mère Edith avait raison. Je n'avais pas regardé en arrière. J'avais eu faim. J'avais cumulé 3 emplois. J'avais appris à coder par moi-même à la bibliothèque publique. J'ai créé ma première application, puis ma deuxième. Puis j'ai fondé Nova. Je suis devenu milliardaire, non par cupidité, mais par un besoin désespéré d'être si puissant que Réginald Reed ne pourrait plus jamais me toucher. La voiture a ralenti. Nous sortions de l'autoroute. Le panneau indiquait « Oak Brook ». Nous approchons du centre-ville. Voulez-vous aller directement à la résidence? Non, ai-je dit, ma voix stable, bien que mes mains tremblent légèrement. Arrêtez-vous à la banque sur Main Street.
J'ai un dernier clou à planter dans le cercueil. J'ai regardé par la fenêtre les rues familières. Elles semblaient plus petites maintenant, plus minables. Ou peut-être que je les avais juste dépassées. Ils pensaient m'avoir enterré. Ils pensaient que le scandale était mort et enterré. Mais les fantômes ont une façon de revenir vous hanter, surtout quand ils ont le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. La Rolls-Royce tournait au ralenti tranquillement dans le parking de la First National Bank d'Oakbrook. Elle ressemblait à un vaisseau spatial qui aurait atterri dans un champ de maïs, élégante, noire et complètement déplacée parmi les pick-up rouillés et les berlines familiales. Donovan m'attendait à l'intérieur de la banque. Il avait pris l'avion d'entreprise en avance pour finaliser les formalités. J'ai ajusté ma cravate, pris une grande bouffée d'air climatisé recyclé, et je suis sorti. Le vent m'a frappé. Le même froid mordant d'il y a 12 ans. À l'intérieur, le directeur de la banque, M. Henderson, avait l'air sur le point de s'évanouir. Il transpirait abondamment. Il savait qui j'étais, ou plutôt, il savait qui j'étais devenu. Monsieur Reed, balbutia Henderson en s'essuyant le front avec un mouchoir. C'est inattendu de vous voir vivant. Et ici. Laissez tomber les amabilités, Henderson, ai-je dit en m'asseyant dans le fauteuil en cuir en face de son bureau sans lui serrer la main. Donovan se tenait à côté de moi, posant une mallette sur la table. Mon conseil me dit que les papiers sont prêts. Oui, bien sûr. Henderson a poussé une pile de documents vers moi. L'acquisition du portefeuille de dette appartenant à Reed Construction, et l'hypothèque personnelle de Reginald et Beatrice Reed. Tout est là. J'ai feuilleté les pages. Les chiffres étaient stupéfiants. Mon père, le grand homme d'affaires qui prêchait la responsabilité fiscale, se noyait. Il avait contracté une deuxième et une troisième hypothèque. Il avait mis en gage les actifs de l'entreprise pour payer des dettes personnelles. Où est passé l'argent, ai-je demandé en montrant une série de retraits totalisant plus de 2 millions de dollars au cours des 3 dernières années. Henderson a jeté un regard nerveux à Donovan, puis à moi. Virement de casino, site de jeux en ligne et paiement de règlement. Règlement ? J'ai levé les yeux. À qui ? Diverses personnes, des jeunes femmes, des propriétaires de bars, des gens qui menaçaient d'aller à la presse pour des incidents. Paxton, ai-je dit, ce n'était pas une question. Oui, a chuchoté Henderson. Votre frère a des habitudes coûteuses et un mauvais caractère. Vos parents ont payé pour le garder hors de prison pendant une décennie. Ils ont vidé les comptes de l'entreprise. Ils ont vidé leur retraite. Ils ont même liquidé le trust d'héritage qui avait été créé par votre grand-père. J'ai senti une vague de rage. Ce trust était censé être pour tous les petits-enfants et grand-mère Edith. Et ces comptes ? Henderson a baissé les yeux sur ses chaussures. Ils ont obtenu une procuration sur ces actifs il y a 5 ans. Ont prétendu qu'elle était sénile. Ils ont vidé ses comptes aussi. J'ai refermé le dossier. Le bruit a résonné dans le bureau silencieux comme un coup de feu. Ils avaient tout volé, pas seulement à moi, mais à la seule personne dans cette maison qui avait réellement une âme. C'étaient des vautours qui picoraient les os pour nourrir le parasite qu'était Paxton. Je possède tout maintenant, ai-je demandé, chaque centime. Donovan a confirmé. Vous êtes le créancier principal. Vous pouvez exiger le remboursement des prêts immédiatement. Vous pouvez saisir la maison, les voitures, l'équipement de l'entreprise aujourd'hui. Bien. J'ai signé le document final avec un paraphe. Henderson, vous avez terminé ici, monsieur. Transférez les titres de propriété à Vanguard Holdings, ma société écran, et pas un mot à mes parents que je suis le propriétaire. Pour autant qu'ils sachent, la banque détient toujours la créance. Bien sûr, monsieur Reed. Discrétion absolue. Je suis sorti de la banque. L'air froid semblait un peu moins mordant maintenant. J'avais les munitions maintenant. J'avais besoin du mobile. Je savais pourquoi ils voulaient que je sois là, mais j'avais besoin de les entendre le dire. J'avais besoin de voir le regard dans leurs yeux quand ils essaieraient de me manipuler une dernière fois. De retour dans la voiture, je me suis tourné vers Donovan. Quelle est la situation actuelle de Paxton ? Donovan a vérifié sa tablette. C'est grave. Il doit 350 000 $ à un usurier à Chicago. La date limite est demain. S'il ne paie pas, ils ont promis de lui casser les jambes. C'est pourquoi votre mère vous a envoyé un texto aujourd'hui.
Ils ne veulent pas d'une réunion de famille, Brandon. Ils veulent un chèque. Ils veulent que je sauve le monstre qu'ils ont créé, ai-je dit en secouant la tête. Ils m'ont sacrifié pour le protéger et maintenant ils veulent que je paie pour sa survie. C'est une stratégie audacieuse, a noté sèchement Donovan, parier sur le pardon d'un fils mort. Ils ne me croient pas intelligent, ai-je dit en regardant les maisons passer. Nous entrions dans mon ancien quartier maintenant. Ils pensent que je suis toujours le gamin émotif et doux qu'ils ont mis à la porte. Ils pensent qu'ils peuvent me faire culpabiliser. Maman va pleurer. Papa va parler d'héritage et de sang. Ils n'ont aucune idée de qui entre par cette porte. J'ai vérifié l'heure. 18h55, déposez-moi, ai-je dit au chauffeur, et Donovan, vous restez dans la voiture. Donnez-moi 10 minutes à l'intérieur seul. Puis, quand je vous donnerai le signal, quand je vous enverrai un dessert par texto, vous entrez avec les papiers de saisie. Compris, a dit Donovan. Et la police les a en attente. J'ai le sentiment que Paxton ne va pas bien prendre la nouvelle. La voiture a tourné sur Maple Avenue. Les maisons étaient décorées pour Noël. Des Pères Noël gonflables, des lumières scintillantes, des rennes en plastique. C'était une façade de perfection suburbaine. Nous nous sommes arrêtés au numéro 42, ma maison d'enfance. Elle avait l'air fatiguée. La peinture s'écaillait légèrement près des gouttières. La pelouse n'était pas aussi bien entretenue que dans mes souvenirs. Mais il y avait une nouvelle Mercedes dans l'allée, louée sans aucun doute, et une énorme couronne sur la porte. Mon estomac s'est noué, un mélange d'anxiété et d'adrénaline. C'était la maison où j'avais appris à faire du vélo. C'était la maison où j'avais eu mon premier baiser sur le porche. Et c'était la maison où mon père m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que je n'existais pas. Prêt, monsieur, a demandé le chauffeur. J'ai ajusté mes boutons de manchette. J'ai vérifié l'enregistreur dans ma poche une dernière fois. Allons-y, je suis sorti de la voiture. La rue était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du moteur de la Rolls-Royce. De l'autre côté de la rue, Madame Gable sortait ses poubelles. Elle s'est figée en voyant la voiture. Puis elle m'a vu. Le sac lui a échappé des mains, déversant des ordures sur la neige. Brandon, a-t-elle haleté, sa voix portant à travers la rue silencieuse. C'est. Oh mon Dieu, je pensais qu'ils avaient dit que tu étais mort. Joyeux Noël, Madame Gable, ai-je lancé, ma voix douce et confiante. Il s'avère que les rumeurs étaient grandement exagérées. Elle s'est signée, me regardant comme si j'étais un démon. Peut-être que je l'étais. J'étais certainement là pour punir les méchants. J'ai remonté l'allée. La neige crissait sous mes chaussures en cuir italienne. Chaque pas semblait lourd, chargé de 12 ans de silence. J'ai atteint la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné. J'ai tourné la poignée. Elle n'était pas verrouillée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai poussé la porte et je suis entré dans la fosse aux lions. L'odeur m'a frappé en premier. Peau pourrie et dinde rôtie. C'était l'odeur d'un mensonge. Ça sentait comme tous les joyeux Noël que nous avions fait semblant d'avoir. Avant que les cris ne commencent. Je suis entré dans le hall. La maison était calme. Béatatrice, c'est la livraison de nourriture? La voix de mon père a retenti du salon. Elle n'avait pas changé. Elle avait toujours ce ton rude et autoritaire qui me faisait sursauter. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement entré dans le salon. Ils étaient tous là. Réginald était assis dans son fauteuil, tenant un verre de scotch. Il avait l'air plus vieux, les cheveux plus fins, le visage bouffi par le stress et l'alcool. Béatatrice arrangeait des serviettes sur la table basse. Elle portait une robe trop serrée et trop scintillante, essayant désespérément de s'accrocher à une jeunesse qui avait fui depuis longtemps. Et Paxton, il se tenait près de la cheminée. Il avait l'air affreux, maigre, pâle, avec des cernes sous les yeux qu'aucune crème hydratante coûteuse ne pouvait cacher. Il était nerveux, sa jambe rebondissant nerveusement. Réginald a levé les yeux. Le verre lui a glissé des doigts. Il a heurté le tapis avec un bruit sourd, renversant du liquide ambré partout. « Bonjour, père », ai-je dit. Silence. Un silence absolu et suffocant. On pouvait entendre l'horloge tic-taquer sur la cheminée. Brandon, a murmuré maman. Elle a laissé tomber les serviettes. Ses mains ont volé à sa bouche. Pendant une seconde, j'ai vu un véritable choc.
Puis le masque s'est mis en place. L'actrice est entrée en scène. Oh mon Dieu, Brandon. Elle s'est précipitée vers moi, les bras grands ouverts, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Mon bébé, tu es à la maison. Regarde, Réginald, notre garçon est à la maison. Elle a essayé de me serrer dans ses bras. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert les bras. Je suis resté là comme une statue. Elle s'est heurtée à ma raideur et a reculé, confuse. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. Ne fais pas semblant. Semblant? Elle a cligné des yeux, l'air blessé. Tu nous as tellement manqué. Nous avons prié pour ce jour. Vous avez organisé mes funérailles, maman, ai-je dit en balayant la pièce du regard. J'ai vu la nécrologie. Avez-vous pleuré? Avez-vous choisi un beau cercueil? Nous devions le faire. Réginald s'est levé, retrouvant son sang-froid. Il n'avait pas l'air heureux. Il avait l'air calculateur. Il évaluait mon costume, ma montre, la façon dont je me tenais. Il sentait l'argent. Tu as disparu. Nous pensions que tu étais mort. Nous devions faire notre deuil. Deuil, ai-je répété. C'est comme ça que vous appelez ça? Où étaient ceux de la gestion de crise? Tu es en retard, a dit Réginald, ignorant ma question. Il a montré l'horloge. Nous avions dit 19 heures. Il est 19h10. J'ai ri. J'ai vraiment ri. 12 ans, papa. Et c'est ce que tu dis. Que je suis en retard. Tu penses que parce que tu as de l'argent maintenant, tu peux manquer de respect à cette maison. Réginald s'est avancé, essayant de m'intimider. Mais je n'avais plus 19 ans. J'avais 3 pouces de plus que lui maintenant, et je m'entraînais tous les jours. Je n'ai pas bronché. Je l'ai regardé de haut. Il s'est arrêté, réalisant que la dynamique du pouvoir avait changé. Et, frérot, a pris la parole Paxton, sa voix se brisant. Il a forcé un sourire qui ressemblait à une grimace. Ça fait longtemps. Tu as l'air en forme. Riche, Paxton. J'ai hoché la tête vers lui. Tu as l'air d'une épave. Son sourire a vacillé. Ouais, eh bien, ça a été une année difficile. J'ai entendu, ai-je dit. Une année coûteuse aussi. Les yeux de Paxton ont filé vers nos parents. Il avait l'air terrifié. Puis j'ai entendu un son qui a brisé mon armure. Le grincement d'un fauteuil roulant. Je me suis retourné. Sortant du couloir se trouvait grand-mère Edith. Elle avait l'air minuscule, frêle. Ses cheveux étaient blancs comme neige, et elle était enveloppée dans un châle tricoté qui avait connu des jours meilleurs. Mais ses yeux étaient vifs. Brandon, a-t-elle croassé. Mon sang-froid s'est fissuré. Je me suis approché d'elle et je me suis agenouillé. Salut, grand-mère. Elle a tendu une main tremblante et a touché mon visage. Ses doigts étaient froids. Je leur ai dit, a-t-elle chuchoté assez fort pour que tout le monde entende. Je leur ai dit que tu n'étais pas mort. Ils ont dit que j'étais folle. Ils ont dit que j'étais sénile. Ils m'ont empêché d'utiliser le téléphone. J'ai embrassé sa main. Je sais. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. L'as-tu gardé? A-t-elle chuchoté en se penchant près de moi. Juste ici. J'ai tapoté la poche de ma poitrine. Elle a souri, une lueur malicieuse revenant dans ses yeux. Bon garçon. Très bien, ça suffit. Béatrice a tapé dans ses mains, sa voix stridente. Mangeons. C'est la veille de Noël. Soyons une famille. Nous avons tellement de choses à nous raconter. Brandon, assieds-toi. Assieds-toi en bout de table. Je me suis levé et j'ai aidé grand-mère à se diriger vers la salle à manger. Je ne m'assois pas en bout de table, maman. C'est pour le maître de maison. C'est toi maintenant, n'est-ce pas? A marmonné Paxton, lorgnant à nouveau ma montre. Nous sommes entrés dans la salle à manger. La table était dressée avec la belle porcelaine, celle que nous n'avions jamais le droit de toucher quand nous étions enfants. Il y avait une dinde, de la purée de pommes de terre et un énorme plateau de cocktail de crevettes. J'ai fixé les crevettes. Vous avez oublié, ai-je dit. Oublié quoi? A demandé maman, versant du vin avec une main tremblante. Je suis allergique aux crustacés, maman.
Depuis que j'ai 6 ans. Ma gorge se ferme. Elle s'est figée. Oh. Oh, quel idiote. C'est juste avec toute cette excitation. Ne les mange pas, prends de la dinde. C'était un petit détail, mais il disait tout. Ils ne me connaissaient pas. Ils ne se souciaient pas de me connaître. Pour eux, je n'étais pas un fils. J'étais un distributeur de billets qui venait d'entrer par la porte. Je me suis assis. Reginald s'est assis en face de moi. Paxton s'est assis à ma droite, agité comme un toxicomane. Alors, a commencé Reginald, coupant sa dinde avec agressivité. Forbes. C'est une belle réussite. La logistique, n'est-ce pas? La logistique technologique, ai-je corrigé? La gestion de la chaîne d'approvisionnement pilotée par l'IA, c'est ça? Les ordinateurs, a-t-il agité une fourchette avec dédain. Nous sommes fiers de toi, fils. Vraiment. Nous avons toujours su que tu avais du potentiel. C'est pourquoi nous étions si durs avec toi, pour te pousser. J'ai serré ma fourchette. C'est ce que c'était? Me pousser? Je pensais que c'était me rabaisser. C'est de l'eau qui a coulé sous les ponts, a chanté maman, souriant si fort que ça semblait douloureux. La famille, c'est la famille. Nous te pardonnons de t'être enfui. Vous me pardonnez, ai-je demandé en posant mon couteau. Eh bien, tu nous as fait beaucoup de peine en partant comme ça, a-t-elle dit. Mais nous sommes prêts à passer outre, surtout maintenant. Nous avons une proposition pour toi, Brandon. Une façon pour toi de vraiment revenir dans le giron, pour assurer l'héritage des Reed. Ça y est. Le discours. Je me suis adossé à ma chaise, croisant les bras. Je vous écoute. L'air dans la pièce était si épais qu'on pouvait s'étouffer. Paxton était pratiquement en train de vibrer, buvant son vin comme si c'était de l'eau. Reginald s'est raclé la gorge, endossant son personnage de négociateur d'affaires. L'entreprise de construction, a commencé Reginald, traverse une phase de transition. Le marché est difficile, mais nous avons des bases solides. Nous avons juste besoin d'une injection de liquidité pour surmonter une petite difficulté. Quelle petite difficulté, ai-je demandé, gardant mon visage impassible. 5 millions, a dit Reginald. Il a essayé de paraître désinvolte, mais sa voix s'est légèrement cassée sur le chiffre. Un investissement. Nous te donnerions des actions, bien sûr. 10% de l'entreprise. Et pour Paxton? J'ai regardé mon frère. Eh bien, a interjeté maman. Paxton a quelques dettes personnelles. Juste un malentendu avec de mauvaises personnes. Environ 350 000 $. Si nous réglons ça, il pourra se concentrer sur son rôle de vice-président de l'entreprise. Alors, ai-je résumé. Vous voulez que je vous donne 5,3 millions de $ en échange de quoi? Une part d'une entreprise en faillite et le plaisir de votre compagnie. Il s'agit de la famille, a crié maman, les larmes apparaissant à nouveau sur commande. Il s'agit d'aider ton frère. Nous sommes en danger, Brandon. Ces hommes. Ils feront du mal à Paxton. Pourquoi devrais-je m'en soucier, ai-je demandé calmement. La table est devenue silencieuse. Excuse-moi. Paxton a claqué son verre. Je suis ton frère. Tu es le gars qui m'a laissé prendre le blâme pour ta conduite en état d'ivresse, ai-je dit. Tu es le gars qui m'a regardé me faire mettre à la porte dans la neige et n'a pas dit un mot. C'était il y a longtemps, a crié Reginald. Arrête de vivre dans le passé. Nous t'offrons une chance de faire à nouveau partie de cette famille. D'être un Reed. Un Reed, ai-je ironisé. Vous parlez du nom Reed comme si c'était de la royauté, mais regardons la réalité. Tu es fauché, papa. La banque possède cette maison. Tu as volé l'argent de la retraite de grand-mère et toi, ai-je pointé Paxton, tu es un criminel. Comment oses-tu? Béatatrice s'est levée. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi? Je me suis levé aussi, ma voix s'élevant. Vous m'avez effacé. Vous avez organisé des funérailles. Savez-vous ce que ça fait de voir sa propre nécrologie? De savoir que vos parents préféreraient avoir un fils mort plutôt qu'un fils désobéissant? Nous l'avons fait pour protéger la famille, a rugi Reginald en frappant du poing sur la table. Paxton avait un avenir. Nous ne pouvions pas laisser une erreur ruiner sa vie. Tu dérivais de toute façon.
Nous avons pris une décision de commandement. Une décision de commandement, ai-je répété. Pour commettre une fraude, déposer un faux rapport de police, mentir à tout le monde. Personne ne sait, a sifflé maman. Et personne ne le saura jamais. C'est fini. Vraiment? J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti le dictaphone. Il était vieux, en plastique argenté rayé. Le visage de Béatatrice est devenu blanc. Réginald s'est figé. Grand-mère Edith a laissé échapper un doux bourdonnement satisfait. Qu'est-ce que c'est, a chuchoté Paxton. Ça, ai-je dit, c'est la veille de Noël il y a 12 ans. J'ai appuyé sur lecture. L'audio était faible mais clair. La voix de Réginald. Si tu ne fais pas ça, Brandon, tu n'as pas de famille. Tu sors par cette porte et tu es mort pour nous. La voix de maman. C'est ton frère. Tu dois le protéger. La voix de Paxton, sanglotant. Je ne voulais pas le heurter. J'étais ivre. La voix de Réginald. Nous signalons la voiture comme volée. Nous mettons ça sur le dos de Brandon. J'ai cliqué sur arrêt. Le silence était assourdissant. Paxton avait l'air sur le point de vomir. Béatatrice s'est affalée sur sa chaise. Tu nous as enregistrés, a chuchoté Réginald. C'est grand-mère qui l'a fait, ai-je dit. Elle me l'a donné avant que je parte. Cette sorcière, a grogné Réginald en se tournant vers sa propre mère. Je savais que nous aurions dû te mettre dans une maison de retraite. Ne lui parle pas comme ça, ai-je crié. Ma voix a résonné contre les murs. Tu es fini, Réginald. Tu es fini. Tu ne peux pas utiliser ça, a balbutié Réginald, la sueur coulant sur son visage. C'est illégal. Prescription. En fait, ai-je souri. Obstruction à la justice concernant un délit de fuite criminelle impliquant des lésions corporelles. La police est très intéressée à rouvrir cette affaire, surtout depuis que j'ai retrouvé la personne que Paxton a heurtée. Monsieur Henderson à la banque m'a parlé des règlements. J'ai retrouvé la famille de la victime. Ils attendent la justice. Tu as parlé à la police? A halté maman. Ils sont en route, ai-je dit. Mais ce n'est pas tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Donovan. Dessert. Je ne suis pas venu ici pour vous donner de l'argent, ai-je dit en faisant le tour de la table. Je suis venu ici pour équilibrer les comptes. La porte d'entrée s'est ouverte. Donovan est entré, flanqué de 2 grands hommes en costume, de la sécurité privée, et de 2 policiers en uniforme. Qu'est-ce que c'est, a crié Réginald. Sortez de ma maison. Ce n'est pas votre maison, ai-je dit. Donovan m'a tendu les papiers. Je les ai jetés sur la dinde. Ils ont atterri avec un bruit lourd. Avis de saisie, ai-je annoncé. J'ai racheté la dette, papa. Je possède l'hypothèque. Je possède les prêts de l'entreprise. Et comme vous êtes en défaut sur tous, j'exerce mon droit de saisir les actifs. Tu as racheté notre dette, tremblait Béatatrice. Chaque centime. Vous me devez 18 millions de dollars. Et comme vous ne pouvez pas payer, j'ai regardé autour de la pièce, je prends la maison. Tu ne peux pas faire ça, a crié Paxton en se levant d'un bond. Nous sommes une famille. C'est le moment qui change tout, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Le moment où j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Si vous appréciez l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et commenter le partie ainsi dessous. Cela aide plus de gens à voir la vérité. Merci d'avoir écouté. Vous avez 30 minutes pour quitter les lieux, leur ai-je dit. Prenez vos effets personnels. Laissez les meubles. Laissez les objets de valeur. Ceux-ci appartiennent maintenant à la banque, ce qui signifie qu'ils m'appartiennent. C'est de la folie. Réginald s'est jeté sur moi. Les gardes de sécurité sont intervenus instantanément, le bloquant. L'un des policiers s'est avancé vers Paxton. Paxton Reed, a demandé l'officier, nous avons un mandat d'arrêt contre vous concernant une enquête en cours pour délit de fuite et de nouvelles accusations de fraude. Paxton a essayé de s'enfuir par la porte arrière. L'officier l'a plaqué. La table a tremblé. Les verres à vin se sont brisés. Le chaos a éclaté. Le son de Paxton criant en se faisant menotter était un son que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas un son joyeux,
mais il semblait juste, comme une équation mathématique qui s'équilibre enfin. Maman, papa, faites quelque chose, a gémi Paxton alors qu'on l'emmenait. Béatatrice sanglotait par terre, s'accrochant à la nappe, entraînant la dinde rôtie avec elle dans un fracas graisseux. Mon bébé, pas mon bébé. Réginald se tenait là, fixant les papiers de saisie tachés de sauce. Il avait l'air brisé. L'arrogance avait disparu, remplacée par la prise de conscience terrifiée d'un homme qui avait perdu son royaume. Brandon, a-t-il roqué. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je peux diriger l'entreprise pour toi. Je connais les clients. L'entreprise est en cours de dissolution, papa, ai-je dit froidement. Je vends les actifs pour payer les créanciers, y compris ceux que Paxton doit. J'efface l'ardoise. Où irons-nous, a-t-il demandé, sa voix tremblante. Nous n'avons nulle part où aller. J'ai entendu dire que la Floride est agréable à cette période de l'année, ai-je dit. Ou peut-être un motel. Vous avez réussi à enterrer un fils. Je suis sûr que vous pouvez trouver comment louer un appartement. Je lui ai tourné le dos. Je me suis approché de grand-mère Edith. Elle était assise calmement au milieu des décombres de sa famille, un petit sourire aux lèvres. Prête à partir, grand-mère ? Ai-je demandé. Je suis prête depuis 12 ans, a-t-elle dit. J'ai fait signe aux gardes de sécurité. Aidez Madame Reed à monter dans la voiture. La Rolls-Royce. Tu l'emmènes ? Maman a levé les yeux, le mascara coulant sur son visage. C'est ma mère et vous lui avez volé son argent, ai-je dit. Donovan déposera des accusations pour abus de personnes âgées et vol financier demain. Vous aurez de ses nouvelles. N'essayez pas de quitter l'État. Les gardes ont emmené grand-mère en fauteuil roulant. Je les ai suivis. Je me suis arrêté à la porte. J'ai regardé en arrière, vers la maison. Les lumières de Noël scintillaient toujours. Le panneau « Joyeuse fête » était toujours sur le mur, mais les gens à l'intérieur étaient finis. Réginald et Béatatrice étaient laissés seuls dans les ruines de leur dîner, entourés de verres brisés et de la froide réalité de leur choix. Je suis sorti dans la neige. L'air était vif, pur. Madame Gable était toujours debout sur son porche de l'autre côté de la rue, regardant les voitures de police. « Bonne nuit, Madame Gable », ai-je salué. Je suis monté dans la Rolls-Royce. Grand-mère était installée sur la banquette arrière, enveloppée dans une couverture chauffante que j'avais préparée pour elle. « Où allons-nous » a-t-elle demandé alors que la voiture s'éloignait, laissant les gyrophares bleus des voitures de police se refléter sur la neige. « À l'aéroport » ai-je dit en lui prenant la main. Nous allons dans la Napa Valley. J'y ai un vignoble. Il fait chaud et le vin est meilleur que celui que papa servait. Elle a serré ma main. Je suis fier de toi, Brandon. Pas à cause de l'argent, mais parce que tu es revenu pour moi. J'ai regardé par la fenêtre alors que ma maison d'enfance disparaissait dans le rétroviseur. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Ils ont essayé de m'effacer, ai-je chuchoté. Je leur ai juste rendu l'appareil. 6 mois. C'est exactement le temps qu'il a fallu pour démanteler un mensonge qui avait couvé pendant plus d'une décennie. Je me tenais sur le balcon de mon domaine dans la Napa Valley. Le soleil du matin transformait les vignobles vallonnés en une mer d'or. L'air ici était différent d'Oak Brook. Il ne sentait pas la neige et les secrets. Il sentait la terre, les raisins et la liberté. Mais aujourd'hui, mon esprit était de retour dans cette banlieue glaciale de Chicago, regardant un flux en direct sur ma tablette. Sur l'écran, un bulldozer jaune a rugi pour s'animer. Sa griffe métallique s'est élevée haut dans le ciel gris avant de s'abattre sur le toit du numéro 42, Maple Avenue. La maison n'a pas opposé beaucoup de résistance. Le bois s'est fendu. Les cloisons sèches ont explosé en poussière, et le panneau « Joyeuse fête » qui était resté depuis cette fatidique veille de Noël a été écrasé sous les chenilles de la machine. Tu le regardes ? Je me suis retourné. Grand-mère Edith était assise dans son fauteuil roulant, une couverture sur les genoux, tenant une tasse de thé. Elle avait l'air mieux. Ses joues avaient de la couleur pour la première fois depuis des années. Le soleil de Californie lui allait bien. Ouais, ai-je dit, en inclinant l'écran pour qu'elle puisse voir. C'est presque fini. Bon débarras, a-t-elle marmonné en prenant une gorgée de thé. Cette maison n'a jamais eu de bonne fondation. Trop de pourriture dans les fondations. Elle ne parlait pas de l'architecture.
Les suites de ce dîner avaient été rapides et brutales. Mon avocat, Donovan, était un requin qui sentait le sang, et ma famille se vidait de son sang. La saisie a été finalisée en un temps record. Comme je détenais la dette, j'ai accéléré l'expulsion. Mes parents étaient à la rue dans les 48 heures suivant mon départ. Mais prendre leur maison n'était que le début. L'arrestation de Paxton avait déclenché un effet domino. La police a rouvert l'enquête sur le délit de fuite d'il y a 12 ans. Avec l'enregistrement audio du dictaphone et mon témoignage, le procureur de district n'a pas hésité. Ils ont retrouvé le rapport de police original où mon père avait signalé la voiture comme volée. Ils ont fait correspondre la chronologie. Ils ont retrouvé les reçus de l'atelier de carrosserie où la voiture avait été secrètement réparée avant d'être incendiée. Une trace écrite que mon père était assez arrogant pour conserver dans ses dossiers privés. Paxton, fidèle à sa nature, n'a pas tenu 5 minutes en interrogatoire. Il a craqué. Il a pleuré. Il a blâmé tout le monde sauf lui-même. Il a dénoncé nos parents instantanément, détaillant comment ils l'avaient coaché, comment ils avaient payé des témoins, et comment ils avaient orchestré ma mort pour couvrir ses traces. Le cycle des nouvelles a été incessant. La Gazette d'Oakbrook a titré « Le garçon qui a survécu, un milliardaire revient pour exposer le plus sombre secret de sa famille ». Mes parents étaient des parias. Le Country Club a révoqué leur adhésion. Les partenaires commerciaux de Reginald se sont retirés de tous les contrats, invoquant la clause de moralité. Ils étaient socialement et financièrement radioactifs. As-tu entendu parler de la négociation de peine, a demandé grand-mère, en regardant l'écran où le bulldozer aplatissait maintenant le garage. Donovan m'a appelé ce matin, ai-je hoché la tête. Paxton a pris 5 ans dans le pénitencier d'État. Il sera admissible à la libération conditionnelle dans 3 ans s'il se comporte bien, ce qu'il ne fera pas. Papa a été accusé d'obstruction à la justice et de fraude. Il risque 2 ans minimum plus des amendes massives. Et ta mère? Mise à l'épreuve, travaux d'intérêt général, mais elle a tout perdu d'autre, ai-je dit. Ils ont déposé le bilan hier. Le tribunal a saisi le reste de leurs actifs pour payer le dédommagement à la famille de la victime. La victime? C'était la partie de l'histoire que les nouvelles ne connaissaient pas encore. La partie que j'avais gardée privée. Je dois aller en ville, grand-mère, ai-je dit en posant la tablette. J'ai un rendez-vous. Avec lui, a-t-elle demandé doucement. Avec lui. J'ai pris la Rolls-Royce, mais cette fois, j'ai conduit moi-même. Je ne voulais pas de chauffeur. Je devais faire ça seul. J'ai quitté la vallée et je me suis dirigé vers la ville de San Francisco. Ma destination n'était pas une salle de conseil ou une banque. C'était un petit centre de réadaptation modeste en périphérie de la ville. J'ai garé la voiture et je suis entré dans le hall. L'odeur d'antiseptique m'a piqué le nez. J'ai demandé la chambre 304. À l'intérieur, un homme était assis près de la fenêtre, dessinant dans un carnet. Il avait à peu près mon âge, peut-être 1 an de moins. Il était en fauteuil roulant. Il s'appelait Marc. Il y a 12 ans, Marc était un étudiant qui travaillait de nuit dans une supérette. Il sortait les poubelles lorsqu'une berline a dérapé sur la glace, a sauté le trottoir et l'a coincé contre le mur de briques. Le conducteur a fait marche arrière et est parti en trombe, laissant Marc saigner dans la neige avec la colonne vertébrale brisée. Mon frère a fait ça. Mes parents ont couvert l'affaire, et Marc a passé la dernière décennie dans un fauteuil. Ses rêves de devenir architecte brisaient en même temps que ses vertèbres. Monsieur Reed, a dit Marc en entrant. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient gentils. Appelez-moi Brandon, s'il vous plaît, ai-je dit en m'asseyant sur le bord du lit. Comment allez-vous? Mieux, a souri Marc. Le chèque de règlement de la saisie des actifs de vos parents a été encaissé. Ça va changer ma vie, Brandon. Je peux me permettre la thérapie physique avancée maintenant. Le traitement par exosquelette robotique en Suisse. Je pourrais peut-être remarcher. Ce n'était pas leur argent, ai-je dit doucement. C'était l'argent qu'ils ont volé à l'entreprise, à ma grand-mère, mais il vous appartient maintenant. Marc a posé son carnet de croquis. Vous savez, quand la police m'a dit ce qui s'était passé, que c'était votre frère qui m'avait heurté et que vos parents vous avaient accusé. J'ai détesté toute votre famille. Je voulais que vous brûliez tous. Je ne vous en veux pas, ai-je dit. Mais ensuite, a continué Marc en me regardant intensément, mon avocat m'a dit quelque chose d'intéressant.
Il a dit que depuis 5 ans, un donateur anonyme payait mes factures médicales, payait les frais de scolarité de ma sœur pour qu'elle puisse s'occuper de moi, payait pour cet établissement. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je n'en avais parlé à personne, pas même à Donovan. J'ai commencé à suivre les paiements, a dit Mark. Il provenait d'une société écran, Vanguard Holdings. La même société qui vient de racheter la dette de vos parents. Il a tendu la main et a pris la mienne. C'était vous, Brandon. Vous m'avez maintenu en vie pendant 5 ans. J'ai senti une boule dans ma gorge. J'ai appris votre existence quand j'ai commencé à gagner vraiment de l'argent. J'ai engagé un détective privé pour savoir ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Quand j'ai vu ce que Paxton vous avait fait et ce que mes parents avaient laissé faire, je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'est moi qui me suis enfui. C'est moi qui ai pu recommencer à zéro. Pas vous. Vous ne vous êtes pas enfui, a dit fermement Mark. Vous avez survécu et vous êtes revenu pour arranger les choses. Ce n'est pas ce que fait un lâche, Brandon. C'est ce que fait un héros. Je ne suis pas un héros, ai-je dit, ma voix épaisse d'émotion. Je voulais juste équilibrer les comptes. Eh bien, a serré la main Mark. Considérez-le comme équilibré. La haine. C'est lourd, Brandon. Je l'ai porté pendant 12 ans. Vous l'avez porté aussi. Laissez-la ici. Sortez de cette pièce et laissez-la ici. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Pas de l'accident, des procès ou de l'argent. Nous avons parlé d'architecture. Nous avons parlé de codage. Nous avons parlé de l'avenir. En quittant le centre, je me sentais plus léger, physiquement plus léger. Le nœud de rage qui était assis dans ma poitrine depuis mes 19 ans avait disparu. Mon téléphone a vibré alors que je remontais dans la voiture. C'était une notification de mon agent immobilier à Oakbrook. Sujet, 42 Maple Avenue. Message, démolition terminée. Le terrain est déblayé. Le transfert de titre à la Fondation pour la jeunesse d'Oakbrook est finalisé. J'ai souri. Je n'avais pas vendu le terrain. Je l'avais donné. Là où se tenait autrefois ma maison d'enfance, un lieu de mensonges et d'exclusion, il y aurait maintenant un centre communautaire pour les adolescents à risque. Des enfants qui avaient été mis à la porte, des enfants qui ne s'intégraient pas, des enfants qui avaient besoin d'un endroit sur où aller lorsque leur propre famille leur faisait défaut. Je suis retourné au vignoble alors que le soleil commençait à se coucher. Le ciel était strié de violet et d'orange. En rentrant à la maison, j'ai trouvé grand-mère Edith sur la terrasse. Mais elle n'était pas seule. Une femme était assise avec elle. Sarah, mon assistante, que j'avais fait venir de Chicago pour aider à gérer la transition. Et Donovan. Il riait. Une bouteille de notre propre pinot noir était ouverte sur la table. Le voilà, a lancé Donovan en levant un verre. L'homme de l'heure, ou devrais-je dire, l'homme de la décennie. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé en montant les marches en pierre. La liberté, a dit Donovan. Et l'avenir. Je viens d'avoir le conseil au téléphone. L'action de NovaStream a augmenté de 15% depuis que l'histoire a éclaté. Apparemment, Wall Street adore un PDG qui se bat pour la justice. Je ne l'ai pas fait pour le cours de l'action, ai-je dit en m'asseyant à côté de grand-mère. Nous savons, a souri chaleureusement Sarah. C'est pourquoi les gens adorent ça. Grand-mère Edith m'a tapoté le genou. Ta mère m'a appelé aujourd'hui. Le rire à la table s'est éteint. Vraiment? Je me suis raidi. Comment a-t-elle eu le numéro? Elle a appelé la ligne principale de la cave, a dit grand-mère. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle était dans un motel en Floride. Reginald l'a quittée. Il lui a reproché d'avoir trop choyé Paxton. Elle voulait savoir si je pouvais lui envoyer de l'argent. Pour le bon vieux temps. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé, mon cœur se durcissant. Grand-mère a pris une gorgée de vin. Elle a regardé le vignoble, ses yeux clairs et vifs. Je lui ai dit que ma mémoire n'était plus ce qu'elle était, a dit grand-mère avec un sourire malicieux. Je lui ai dit que je me souvenais vaguement d'avoir eu une fille, mais qu'elle était morte il y a 12 ans lorsqu'elle avait choisi un mensonge plutôt que son propre fils. Et puis j'ai raccroché. Je l'ai fixé pendant 1 seconde, puis j'ai commencé à rire. Un vrai rire. Un rire profond et secouant qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Donovan s'est joint à moi. Puis Sarah. Nous sommes restés assis là, sous les étoiles,
à rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Les fantômes étaient partis. Les vampires étaient affamés. Le cauchemar était terminé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas Brandon le bouc émissaire. Je n'étais pas Brandon le fantôme. Je n'étais même pas Brandon le milliardaire. J'étais juste Brandon. Et j'étais à la maison. 3 ans ont passé depuis la démolition de la maison de Maple Avenue. Je me tiens devant un miroir en ajustant ma cravate. Ce n'est pas pour une réunion du conseil d'administration. Ce n'est pas pour une audience au tribunal. C'est pour un mariage. Mon mariage. Sarah, la femme qui a organisé ma vie chaotique pendant 5 ans, qui m'a soutenu lorsque la tempête médiatique était à son comble, qui a traité grand-mère Edith comme sa propre chair et son propre sang, m'attend au bout de l'allée. Grand-mère Edith a 90 ans maintenant. Elle se déplace un peu plus lentement, mais elle a refusé d'utiliser son fauteuil roulant aujourd'hui. Elle a insisté pour m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Elle a dit qu'elle avait manqué sa chance de m'accompagner à l'arrêt de bus il y a 12 ans, et qu'elle n'allait pas manquer ça. Je suis sorti sur la pelouse du vignoble. Les rangs de vignes étaient lourds de fruits. L'air était doux. Il y avait environ 50 personnes. Pas une foule immense, juste les personnes qui comptaient. Mon équipe de Nova Stream. Donovan, qui était mon témoin. Marc, qui était là avec sa sœur. Marc était debout, s'appuyant sur une canne grâce à la thérapie par exosquelette, mais debout et fier. Et il y avait quelques-uns des enfants du centre de jeunesse d'Oakbrook, ceux qui m'avaient envoyé des lettres me remerciant de leur avoir donné un endroit où aller. J'ai regardé la foule. Je n'ai vu personne qui partageait mon ADN, à l'exception de grand-mère. Réginald est mort l'année dernière d'une crise cardiaque dans un appartement loué à Tallahassee. J'ai payé pour la crémation, mais je n'ai pas assisté au service. Il n'y avait plus rien à dire. Béatrice est toujours en Floride, travaillant comme hôtesse d'accueil dans un grand magasin. Elle envoie parfois des lettres. Je ne les ouvre pas. J'ai une boîte dans le grenier où elles vont, non ouverte. Peut-être qu'un jour je les lirai. Peut-être pas. Le pardon est un voyage et je n'y suis tout simplement pas encore. Paxton est toujours en prison. Il a écopé de 2 ans supplémentaires à sa peine pour s'être battu. Il m'écrit pour me demander de l'argent pour la cantine. Je lui envoie des livres à la place. Des livres sur l'éthique, la philosophie et le codage. S'il veut survivre, il doit apprendre à construire quelque chose, pas seulement à détruire. J'ai baissé les yeux sur grand-mère et dit alors que nous attendions que la musique commence. « Tu es beau » a-t-elle chuchoté en ajustant mon revers. « Tu es belle, grand-mère » ai-je dit. « Es-tu heureux, Brandon » a-t-elle demandé, ses yeux scrutant les miens. J'ai réfléchi à cette question. Pendant 12 ans, je me suis défini par mon traumatisme. J'étais le garçon qui avait été rejeté. J'étais le garçon qui avait dû mourir pour que son frère puisse vivre. Cette colère était mon moteur. Elle m'a poussé à gagner des milliards. Elle m'a poussé à acheter la Rolls-Royce, à acheter la banque, à racheter leurs dettes. Mais les moteurs finissent par manquer de carburant. La colère brûle salement. Elle laisse de la suie sur votre âme. J'ai réalisé cela au moment où j'ai remis les papiers de saisie. La colère n'a pas disparu. Elle s'est juste dissoute. Elle a laissé un espace vide terrifiant que j'ai dû remplir avec autre chose. Et je l'ai rempli avec ça. Je l'ai rempli avec le vignoble. Je l'ai rempli en aidant Marc à remarcher. Je l'ai rempli avec le centre de jeunesse. Je l'ai rempli avec Sarah. Je le suis, ai-je dit à grand-mère. Je suis heureux. Bien. Elle m'a tapoté la main. Parce que tu as gagné, et je ne parle pas du procès. Je sais, ai-je dit. La musique a commencé. C'était un quatuor à cordes jouant une version acoustique douce d'une chanson que j'écoutais pendant ce long trajet en bus vers Chicago. Nous avons commencé à marcher. J'ai regardé les visages des gens qui me souriaient. On dit qu'on ne peut pas choisir sa famille. C'est le plus grand mensonge jamais raconté. La biologie n'est qu'un billet de loterie. C'est un accident de naissance. La vraie famille, vous la choisissez, vous la méritez, vous la construisez jour après jour par la confiance, par la loyauté et en étant présent quand ça compte. Mes parents ont choisi de m'enterrer. Ils ont choisi un cercueil vide et une fausse nécrologie parce qu'ils aimaient leur réputation plus qu'ils n'aimaient leur fils. Mais ce faisant, ils m'ont fait le plus grand cadeau de tous. Ils m'ont libéré.
S'ils ne m'avaient pas mis à la porte, s'ils ne m'avaient pas forcé à sortir dans la neige, je serais peut-être resté. Je serais peut-être devenu comme eux, amer, superficiel, piégé dans un tissu de mensonges pour protéger un ego fragile. Je serais peut-être devenu un facilitateur comme ma mère ou un tyran comme mon père. Au lieu de cela, je suis devenu Brandon Reed, l'homme qui a construit un empire à partir de rien. L'homme qui a sauvé sa grand-mère, l'homme qui a transformé une maison des horreurs en un sanctuaire pour les enfants perdus. J'ai atteint l'autel. Sarah s'est tournée pour me regarder, ses yeux brillants. J'ai pris ses mains. Elles étaient chaudes. J'ai pensé au froid de cette veille de Noël une dernière fois. J'ai laissé le souvenir m'envahir, glacial et vif. Et puis je l'ai laissé partir. J'ai expiré et le froid a quitté mon corps, remplacé par la chaleur du soleil de Californie et de la femme que j'aimais. Mes parents m'ont déclaré mort. Et d'une certaine manière, ils avaient raison. Le garçon qu'ils connaissaient est mort cette nuit-là. Mais l'homme qui se tient ici aujourd'hui n'a jamais été aussi vivant. Waouh, c'était émouvant à raconter. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de ce voyage. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci, votre valeur n'est pas définie par la façon dont votre famille vous traite. Beaucoup d'entre nous s'accrochent à des relations toxiques parce qu'on nous apprend que le sang est plus épais que l'eau. Nous tolérons les abus, la manipulation et le manque de respect parce que nous avons peur d'être seuls. Mes parents m'ont littéralement traité comme si j'étais mort pour protéger leur image. Et pendant des années, j'ai laissé cette douleur me définir. Mais au moment où j'ai réalisé que j'avais le pouvoir, non seulement le pouvoir financier, mais le pouvoir émotionnel de partir et de construire ma propre vie, c'est à ce moment-là que je suis vraiment devenu libre. Le succès est la meilleure des vengeances. Oui. Mais la paix est la victoire ultime. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour trouver cette paix. Vous avez juste besoin d'être assez courageux pour couper les ancres qui vous tirent vers le bas. Même si ces ancres s'appellent maman et papa. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires de vérité et de justice.